Oui, très bien. Et merci à vous de m'inviter à participer à cette rencontre, particulièrement sur ce sujet. Bonjour à chacune et chacun derrière les écrans, à travers les écrans. Ravi d'être en communauté sur ce thème de l'intériorité citoyenne. Et, quel est mon souffle? C'est vrai que c'est un mot qui rassemble, je trouve. Lorsque j'ai perçu le besoin d'évoquer une dimension plus spirituelle dans les enjeux de la vie, j'ai trouvé que cette appellation avait plus l'occasion de rassembler les cœurs et les consciences que de diviser les appellations Dieu ou Allah, etc., ou Bouddha, pouvant créer des clans et des appartenances divisantes. Je souhaite trouver quelque chose dans lequel tout le monde, même si on est complètement agnostique, tout à fait laïque, peut se reconnaître. Et donc, mon souffle à moi, c'est de transmettre la conscience que nous sommes un être spirituel coincé dans une existence matérielle et que nous avons à faire avec ça et que c'est sans doute une expérience d'ouverture de cœur et de conscience. Nous sommes un être infini coincé dans un corps fini. Comment allons-nous nous accommoder de la finitude sans perdre la conscience de l'infini? Et c'est un exercice évidemment de tous les jours pour éviter d'entrer dans des mécanismes compensatoires de la tension qui se fait en nous lorsque nous ne sommes pas attentifs à ce double enjeu. Les mécanismes compensatoires qui peuvent très rapidement déborder, on le sait, sur des addictions, des dépendances et toutes sortes de mécanismes de fuite. Voilà ce à quoi je consacre mon énergie. Et comme vous m'aviez dit de me jeter à l'eau pour présenter un peu mon regard sur la chose, ben, j'y vais sans attendre d'autres. Enfin, on aura un moment d'échanger de questions, mais puis j'ai évidemment apprécié le thème de l'intériorité. J'ai écrit un bouquin, j'en ai vu la couverture, qui s'appelle Du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Comment mettre le meilleur de soi au service de tous si on ne le connaît pas? Comment se connaître sans développer de l'intériorité, c'est-à-dire une vie intérieure profonde, féconde et transformante. C'est comme ça que la notion d'intériorité transformante m'est venue et j'en parle dans mon livre pour bien indiquer que l'intériorité est un creuset de transformation. Si elle a pas mal de discrédit ou même de déni aujourd'hui, c'est qu'elle est souvent associée strictement à la pratique d'une religion. Et c'est extrêmement limitant parce que nous voyons des gens qui pratiquent des religions de façon très stricte sans aucune intériorité et que ça peut mener vraiment à des catastrophes. Inversement, nous pouvons voir des gens qui ont une grande vie intérieure mais qui ne sont pas affectés à des religions d'un côté ou de l'autre. Et donc, souvent, on a un peu balancé le bébé avec l'eau du bain en ignorant la notion d'intériorité parce qu'elle est souvent accrochée à la notion d'une pratique religieuse. Et une deuxième raison qui a fait que l'intériorité me semble peu connue, c'est qu'on croit que c'est un truc statique de saint en adoration devant son icône ou de moine assis sous son arbre, alors que c'est un creuset de transformation et que dans un creuset, ça n'est pas tout confort, ça chauffe, ça brûle, ça s'évapore, ça s'émiette. C'est vraiment le processus de la transformation du plomb de notre existence en l'or de la conscience, le plomb de notre solitude en l'or de l'appartenance, du plomb de notre émotivité périphérique en l'or de la paix intérieure transportable et contagieuse. Et donc, c'est un creuset vraiment dans lequel nous sommes invités à travailler l'éveil. Et j'aime valoriser donc la notion d'intériorité en indiquant qu'elle est transformante. C'est l'espace où nous pouvons nous transformer. Les premières notions d'intériorité me sont venues sans que je la nomme comme ça, mais dans mon enfance, j'ai eu la chance vraiment de grandir dans une famille aimante, avec de bons parents présents, une famille nombreuse, et beaucoup d'amour et de tendresse, mais quand même une pratique religieuse catholique très fidèle à l'époque en tout cas, et beaucoup d'amour et de tendresse, mais quand même une grande incapacité à éviter le jugement qui tranche, la croyance qui bétonne, tu es comme ça, tu ne changeras pas, eux ils sont comme ça, ils ne changeront pas, la pensée binaire qui divise, soit ceci, soit cela, et ça déchire. Et puis là-dessus, les il faut, tu dois qui plombent. Et je sentais qu'il y avait, dans notre intention d'avoir de belles relations fluides avec les autres, et d'abord avec soi, évidemment, il y avait des bugs, il y avait des cliquets qui coinçaient. Et évidemment, à l'époque, je n'avais aucune connaissance de ces mécanismes. Et donc, je deviens avocat pour aider les gens à traverser les conflits. Et très vite, dans le métier d'avocat, je réalise que on ferait l'économie de bien des tensions, bien des difficultés, bien des conflits et bien des procédures qui durent parfois des années, qui coûtent des fortunes, si les êtres humains avaient appris avec lire, écrire et calculer comment je me sens.
Qu'est-ce que ça dit de moi? Quels sont mes besoins, mes valeurs? Quel est le sens de ma vie? Par où ai-je envie d'aller? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui me rend joyeux, heureux, généreuse, collaborante? Mais qu'est-ce qui me rend triste, seul ou impuissant? Et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer ma colère ou mon dépit aux autres. Cet enjeu m'apparaissait très clairement, qu'on ferait l'économie de bien des tensions et des difficultés. Alors, la vie m'a fait m'intéresser à la délinquance et aux gangs de rue, aux jeunes pris dans la petite criminalité. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec eux en bénévolat pendant 10 ans, du même enjeu. Je me suis rendu compte que si ces gamins, ils avaient tous appris à lire et à écrire, mais s'ils avaient appris à se connaître, à s'écouter, à avoir un peu d'attention pour l'humain qu'ils sont, et la phrase de Jung que vous mettiez en tête le rappelle bien, un peu de bienveillance. Et Didier, vous l'avez rappelé aussi, un peu de, pas seulement aimer son intelligence, mais aimer la beauté de l'humain qui est en soi, même si on a été traumatisé et parfois bien saccagé par la vie, il y a une beauté de l'humain à l'intérieur de chacun de nous. Si ces gamins avaient appris cela et étaient encouragés à découvrir de plus en plus cela, on éviterait tant de souffrances et tant de déprédations en plus qui rendent la vie sociale pénible. Et donc la notion d'intériorité commence à se manifester. Et puis je suis devenu thérapeute et très très vite, je me suis dit, mais mon Dieu, si les gens avaient très tôt appris à savoir qui ils étaient, de nouveau, comment ils se sentent, qu'est-ce que ça dit d'eux, quel est le sens de leur vie, quel est l'axe de leur boussole, ce que j'appelle dans mon travail le fil rouge intérieur, eh bien, on éviterait bien des malheurs. Et moi-même, je me suis dit, je suis entré en thérapie à 32, 33 ans, je n'avais jamais appris à m'écouter. Dans la tradition catholique, on ne s'écoute pas, on fait du bien aux autres, mais on s'écrase souvent. Et malheureusement, c'est bien intentionné, mais c'est maladroit, parce que si je m'écrase, j'ai tendance à écraser l'autre tôt ou tard. Si je suis frustré, je suis frustrant. Si je suis agacé, je suis agaçant, etc. J'ai donc besoin d'apprendre à me connaître pour me pacifier. Et c'est comme ça que la notion d'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. C'est pas qu'il est passif dans son coin à fumer un pétard, c'est qu'il est activement pacifiant par sa dégaine à travers les événements, par son attitude, sa façon d'être à l'écoute, son empathie, sa capacité à réorienter sur l'essentiel. Et ces notions me sont venues petit à petit et voilà, j'en ai fait effectivement dans mon processus pour devenir thérapeute, j'ai rencontré la communication non violente, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a été un shift décisif dans mon existence, justement comme outil de discernement et d'éveil de conscience. Elle est souvent connue sous l'appellation communication, donc on pense que c'est horizontal, je vais apprendre à mieux dire et je vais apprendre à mieux écouter, ce qui n'est pas faux, bien évidemment. Toutefois, pour apprendre à mieux dire, surtout si je suis très, très, très énervé et que l'envie qui me vient, c'est de casser la gueule de l'autre, mais que je vais essayer de trouver les bons mots et le bon endroit à l'intérieur de moi-même pour formuler ça, ça demande un ancrage et de même écouter l'autre avec empathie, surtout si l'autre sait comment employer les mots qui font juste péter tous mes détonateurs, ça demande une capacité d'empathie qui suppose, elle aussi, un profond ancrage à l'intérieur de soi-même. Et ce que j'observe donc, c'est que ce processus dit de communication, mais qui est plutôt un processus de conscience non violente, je l'appelle de plus en plus comme ça d'ailleurs, c'est le même acronyme, CNV, conscience non violente, eh bien, permet donc de s'ancrer de plus en plus dans la vraie personne que nous sommes, derrière le personnage construit par l'éducation, papa, maman, la culture, tout ça, à entrer de plus en plus dans la vraie personne que nous sommes. Et vous l'aurez perçu, je crois que je parle à des gens qui connaissent tout à fait ces enjeux-là, bien sûr. Mais voilà comment je suis arrivé à cette notion d'intériorité. Je réalise que quand il y a de plus en plus cet ancrage en profondeur, il y a comme un hissement d'une antenne qui va capter le souffle, une conscience plus fine, une connaissance, quelque chose de très subtil qui va tout d'un coup réaimanter la boussole et nous faire paraître évident des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé avant parce que ça ne se passe pas par la pensée, ça se passe par quelque chose d'autre que j'appelle la conscience, qui est à mes yeux au-delà de la pensée. Et donc, il y a donc un mécanisme qui est en croix. Au fond, j'améliore ma communication pour mieux me dire, j'améliore mon écoute pour mieux comprendre l'autre, mais j'améliore l'ancrage en moi et l'éveil de conscience. Tiens, par hasard, ça fait une croix. C'est quand même bien étonnant. Et voilà comment j'ai développé cette notion d'intériorité transformante, qui est ce creuset qui se fait lorsque nous travaillons sur ces différents axes. Et je souhaite faire connaître l'approche de la CNV, jusqu'ici communication non violente, et pourquoi pas conscience non violente, comme un véritable outil de démantèlement des chemins neuronaux qui nous ont amenés à entretenir un système de pensée combatif, agressif, où on va avoir raison pour convaincre l'autre qu'il a tort, et qui nous fait
diviser les choses, classer, cloisonner, mettre les choses dans des cases, nous embrigader dans des fausses obligations qui sont des croyances. Il faut, je dois, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est mon rôle, qui nous plombe et qui nous écarte complètement de l'élan d'amour. Et j'aime le rappeler, ceux qui connaissent un peu mon travail, et de nouveau, ça ne vous paraîtra pas du tout nouveau, on ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'il faut, mon Dieu. Si vous vous occupez de vos enfants parce qu'il faut, mettez-les à l'assistance publique aussitôt. On s'occupe de ses enfants parce qu'on les aime. C'est quand même une autre dynamique. Mais pouvoir aimer ses enfants tout le temps, surtout le soir quand on rentre du boulot et qu'on est épuisé, qu'on a pris les transports en commun, qu'on revient avec une lourde charge de vivre pour la tablée familiale et que n'ayant pas eu un instant pour souffler, les enfants vous demandent de l'écoute, eh ben c'est de la non-violence septième dan, hein. C'est du boulot d'arriver là. Et donc, on est dans toute autre chose que du peace and love et du New Age gentillet, hein. C'est du boulot que d'arriver à rester centré à travers les événements. Et c'est là que l'intériorité a sa place, développer régulièrement une écoute intérieure, un ancrage dans qui nous sommes et une capacité à capter plus grand que nous, plus vaste que nous, pour rester alignés. Voilà ce que j'ai la joie de partager avec vous, conscient que toutes ces choses, vous les connaissez. Merci à la personne qui pose la question. Écoutez le mot, écoutez ce qu'il dit par lui-même, bien veiller, veiller bien, veiller avec bonté, avec attention, avec vigilance. Et dans veiller, il y a être là, être attentif, être présent, être disponible. Le veilleur guette. Il prend soin, hein. Autrefois dans les villes, un veilleur prenait soin de la sécurité, du calme de la ville. Il chérissait sa fonction, le lieu, les habitants. C'est ça, bien veiller. C'est être, traverser la ville comme une vigile, comme un guetteur, comme un gardien. Et j'aime cette formule qui rappelle tellement le nous que nous avons évoqué plusieurs avant et qui nous tient tous à cœur, comment créer du nous. Et Saint-Exupéry disait « Chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire ». Et c'est vrai, si une sentinelle s'endort aux confins de l'Empire, l'ennemi, c'est une métaphore évidemment, s'engouffre. Et donc, nous avons besoin d'être sentinelles là où nous sommes et donc de bien veiller. Voilà comment je vois ce mot-là. Merci à la personne pour la question. Sens-là, ben, clairement, il y a nous arrivons dans une culture, nous avons dans une culture qui a des priorités, qui a des habitudes, qui a des programmations, et il y a une orientation qui est donnée assez clairement et qui, en principe, est là pour nous soutenir, en tout cas dans une première étape de vie. Ce qui est précieux, c'est de ne pas s'éloigner pour autant de qui nous sommes vraiment et de ne pas se contenter d'un copier-coller qui nous égarerait loin de nous. Et donc, tout le travail de la conscience consiste à remercier pour la structure offerte, les ouvertures possibles, les soutiens acquis, bien sûr, et en même temps accepter de transgresser, je dirais, ces programmations pour devenir qui nous sommes vraiment. Et transgresser au sens noble du terme, d'oser affirmer du neuf, du nouveau, du généreux, du spontané, pour éviter d'entrer dans des clichés, des automatismes qui nous font ronronner jusqu'au burn-out. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, il y a à la fois ces conditionnements, ces propositions, ces programmations, et à la fois une énorme liberté dont je tiens, comme chacun d'entre nous ce soir, je pense qu'on n'est pas là par hasard, à faire l'éloge. Nous avons une grande liberté de transformer de vie.